Retrouvons Jean Chevrier à Nadaya lors de cet épisode neigeux intense qui a couvert nos montagnes de 1 mètre de neige et parfois paralysé nos activités. À Clermont-Ferrand, cette tempête est à peine visible. Ici. Ma mère, elle est née, elle est d'ici, elle. Et elle est née en 34, elle. Et c'est ton père qui était italien. Oui. Et comment il est arrivé en France? Lui, il est arrivé en... Attends, voir, il est né 19... il a dû en 1924. Son père était maçon et il a relevé les... C'était les dégâts de la guerre de 14. Hein. Donc ça veut dire que ton père, ils étaient ravagés par les années la Première Guerre? Lui, il est né en 19, après la guerre. Et son père à lui, donc mon grand-père, il est venu, il me semble que, je ne sais pas s'il m'a pas raconté, par exemple, il a participé à la construction des premières cités Michelin, il bâtissait. Et après, il était orphelin à 8 ans, lui, mon père. Il est venu construire les premiers cités Michelin, les espèces de ruches, là. Tu sais, les maisons toutes pareilles, les cités Michelin. Dans la montagne. Même à plat, là-bas. Quand tu es vers la ZUP, tout ça, il y a des cités Michelin. Et donc, il y avait beaucoup d'Italiens. Ouais. Mais ils étaient vraiment mal vus, comme les macaronis et tout. Ouais, tu vois, Cavana, il raconte ça. Ouais. Ouais, mon père, je sais pas s'il m'a jamais trop dit que qu'il avait trop de soucis, tu vois. Mais alors après, il fuyait aussi le début du fascisme, tu vois, même déjà en 20 et quelques. Le fascisme qui est né en France. Il est peut-être né en France. Mais... Ah ouais, non, c'est vrai, c'est réputé. Mais donc il fuyait le fascisme. Et donc il vient ici parce que c'était un paysage qui était semblable à ces montagnes. Oui, et puis bon, il y avait du boulot, quoi. Ça devait être aussi le boulot, tu vois, je pense. C'est le boulot. Parce que, oui, mais, et puis même, parce que mon père, il avait un frère, Elso. Et je sais que quand il est né, enfin pour le baptiser, Elso, c'était pas dans le calendrier, en Italie, ils ne voulaient pas le baptiser comme ça. Alors, mon grand-père était communiste, mon grand-père était communiste, il a dit, s'ils ne veulent pas le baptiser, ça fait rien, ils vont pas le baptiser. C'est ma grand-mère quand même qui a été Alors, elle lui avait donné un autre prénom, plus Elso, comme ça c'était passé. Il s'appelait Elso. Ouais. Et pourquoi il a pas fini chez Michelin? Alors non, mais après mon père, de 24, ainsi de suite, après ça a été la Deuxième Guerre mondiale, alors je crois qu'il avait commencé, il avait voulu se faire naturaliser, et puis les papiers se sont paumés, et... il y a des allers-retours. Hein? Une fois qu'il venait ici. Ah non, il a toujours été là. Ouais. Parce qu'il a habité à Rouen, il a habité à Aubière, il a habité à... Les papiers s'étaient perdus et le gars du service de la préfecture lui dit écoutez, si vous voulez les papiers, il faut aller bosser chez les paysans. Donc après il a été bossé chez les paysans. Mais vous êtes arrivé ici, commencé à avoir des chèvres, il a commencé avec 4 chèvres ou... Ah, il a commencé avec 7. Les chèvres c'est fin des années 50 ça, tu vois. Moi je suis né en 61, c'était fin des années 50, début 60 qui s'est... Parce que il bossait chez l'ESU. L'ESU, c'était... il s'occupait du domaine de thé, là. Ce qui est un peu l'INRA maintenant, mais c'était moins grand à l'époque. Mais il y avait le château, plus la ferme qui est derrière, où il y a l'INRA, là, les bâtiments qu'on voit... Enfin, ils n'existaient pas, mais les anciens existaient, au bord de la route à droite, quand tu montes à Saint-Genis. Mais ça voulait dire quoi, l'INRA, pour un mec comme ton père? Mais c'était pas l'INRA, hein. C'était... Je crois que le château, c'était Marais, c'était deux femmes, je crois. Et c'est l'ESU qui avait la gérance du truc, là. Et mon père, il bossait là. Il était un peu tu vois, responsable de la ferme, là. Mais l'INRA n'existait pas. Un peu comme Serge Fredeau, non? Ah ouais, non, mais lui, il est beaucoup plus jeune, bien sûr, mais... Ouais, Serge, ouais. Mais, non, mais il était un peu chef de culture chez l'ESU, là. Après l'ESU, il a été président de la CA. Et ça veut dire quoi, chef de culture? Il cultivait quoi? Après, c'est qu'il s'occupait de la ferme, parce qu'il y avait des vaches laitières, des moutons, et puis il faisait de l'herbe. Mais avant, il avait bossé dans la plaine du Forêt, pareil, aussi chez l'ESU, dans la plaine du Forêt, à Pommier.
Et tout ce délire-là de mettre des Holstein et d'avoir des vaches à hublot, etc. Pourquoi on a arrêté de faire la vache locale, la salaire, c'est tout ça? Ah bah après, pourquoi on a arrêté? Parce que les, les races, maintenant les races locales, on t'appellerait ça plutôt des races mixtes, parce que c'est pas des races qui étaient pures laitières. Et je pense que le développement à une époque, le développement, ça a été les gars qui faisaient du lait, ils cherchaient à faire du maximum de lait. Donc c'était plutôt la normande, et après Holstein parce que les Canadiens ont sélectionné beaucoup plus sur le lait qu'on n'a pas sélectionné nous, et donc après on a réimporté de la génétique encore, disons, plus performante entre guillemets pour le lait, quoi. Mais pour faire du fromage. Ah oui, mais le fromage. Le Saint-Nectaire. Ouais, mais chez la production de Saint-Nectaire, tu vois, j'ai l'impression, moi, qu'elle s'est beaucoup développée il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment développée, tu vois. Mais il y a maintenant des Saint-Nectaire Salers. C'est ça, hein? Ou du... Ah non, mais c'est le Cantal et le Salers. Le Cantal, ouais, mais Salers, pour prouver que c'est fait que avec de la Salers. Oui, mais le problème, ou pas le problème, la difficulté de la Salers, c'est qu'elle donne son lait que quand elle a son veau. Ils commencent à faire thé un peu le veau, ils enlèvent le veau et ils traient les vaches. Donc c'est un boulot de forçat, ça. Il y en a très peu maintenant qui font que... les mecs qui travaillent pur salaire, en trayant les salaires, machin, il y en a très peu. Après, tu fais du Cantal avec... Il n'y a pas de race précise. Et c'est fait qu'avec le lait d'été, ainsi de suite. Mais la salaire, la difficulté, c'est ça. C'est qu'elle ne donne pas son lait si elle n'a pas son veau. Donc... Il parque les veaux, voilà. Après les vaches arrivent, il lâche le veau de chaque vache, chaque veau va retrouver, la mère retrouve le petit, il tète un peu, il doit têter une tétine ou un peu, et après ils enlèvent le veau, ils lui attachent à côté d'elle et ils traitent. Mais c'est un sacré boulot par rapport à des vaches laitières classiques où tu les fais rentrer, voilà. Le veau il reste pas longtemps avec elle, il reste même peu, quoi. Est-ce que tu vois, toi, des gens qui débarquent ici avec un vrai savoir sur ton fromage de chèvre? Ah oui, non mais là c'est pareil, j'ai l'impression que c'est relativement récent ce souci entre guillemets. Alors il y en a certainement toujours eu, mais on le voit peut-être plus depuis, entre guillemets, les diverses crises sanitaires qu'on a eues. Farine animale, ainsi de suite, vache folle, le souci du bien-être animal il est relativement entre guillemets récent, même si chez les paysans il a toujours été. Un paysan, t'as envie que tes bêtes elles soient bien logées, tu les maltraites pas, ainsi de suite. Alors je te dis pas, c'est comme tout, hein. Ouais, mais leur donner à bouffer du soja et du maïs, c'est pas une forme de maltraitance. Il y a un documentaire qui s'appelle Herbe qui dit mais attends, c'est des herbivores là. Oui, mais la base de toute façon, c'est de l'herbe. N'importe quel produit. Après, tu as quelques régions, ouais, tu as des régions. Après, la culture du maïs, elle s'est développée, mais surtout, tu vois, tu prends la Bretagne, les pays comme ça, où ils cultivent beaucoup de maïs pour donner à bouffer. Après, c'est pas une mauvaise plante non plus, mais nous, c'est resté quand même, chez nous, ici, le maïs n'est qu'un complément. Déjà, toutes les AOP, le maïs est interdit, l'ensilage. Donc tu vas peut-être le retrouver dans les aliments complémentaires, mais c'est tout. C'est pas la priorité, parce que nous, ici, c'est de l'herbe. Hein. Alors après, de l'herbe... la conservation de l'herbe, c'est encore un autre truc, parce que tu as de l'ensilage ou tu n'as pas d'ensilage, ou voilà, ça c'est, voilà, le questionnement il est par rapport à ça. L'ensilage c'est quoi? Tu récoltes en demi-sec si tu veux, et tu le stockes en tas, et ça se conserve comme une choucroute, quoi, si tu veux. C'est à l'abri de l'herbe sous une bâche, et voilà, c'est comme ça que tu conserves l'herbe. Que tout ce qui est le risque pour un paysan, c'est la fermentation de son herbe, non? Mais là, ça dépend. C'est de bonne fermentation un ensilage. Mais il faut que ça soit à l'abri de l'air, comme une botte d'enrubanné. C'est les ballots là que tu vois l'enrubanné, c'est les ballots en filmé sous plastique là. Tu ramasses à 50% de matière sèche, et le fait de priver d'air, t'as pas de pourriture. L'herbe ne pourrit pas, elle se garde. Je te dis, ça va ressembler un peu à une choucroute, si tu veux, voilà, le même système. Mais alors il faut pas que par contre voilà, il faut que ça soit mais comme tout, il faut que ça soit ramassé en bonne condition, qu'il n'y ait pas de terre pour éviter les problèmes de listeria et de pourrissement parce que la terre elle apporte ça et surtout qu'il n'y ait pas d'air, donc il faut que les plastiques ils soient voilà. Si une botte qui est percée elle est cuite. Hein. Moi on m'en a percé les bottes, si tu t'en aperçois pas tout de suite c'est foutu, ça va pourrir. Et dans l'histoire de ta famille justement,
il y a beaucoup, là on parle de bio, pas bio, de paysans qui voient très mal celui qui travaille de manière ancestrale et l'autre. Enfin, vous êtes quand même à côté d'un des temples de l'INRA français, Oui, qui avait les vaches à hublot, oui. qu'on a cachées justement. Toi, quand tu vas chasser, par exemple, vous allez ouvrir le cochon ou la chèvre, comme vous dites, à l'INRA. Vous avez un rapport avec l'INRA. Il n'y a pas de guerre entre les agronomes et... Ah non, non, mais nous, moi j'ai des bons rapports avec l'INRA. Après, nous, on n'utilise pas. Là, c'est pas si vieux que ça. Ils ont ouvert la possibilité d'abattre. Ils ont un abattoir, l'INRA, qui servait exclusivement aux animaux de l'INRA. Et puis, depuis. Moi, je dirais, ça fait peut-être 4 5 ans, tu vois, c'était ça s'est lancé avec l'ancienne équipe de la Chambre d'agriculture. D'ailleurs, la présidente parce que c'est une association qui s'occupe de la partie élevage, ainsi de suite. Et l'INRA a ouvert la possibilité d'abattre à l'INRA. Tu fais partie de la sauce, tu payes ta cotise. Et tu peux abattre tes bêtes à l'INRA. Mais nous, on a des bons rapports, on n'a jamais eu des mauvais rapports avec l'INRA. Après, le boulot qui se fait à thé, je ne le connais pas, tu vois. Mais c'est quoi là tous les petits tapis herbeux qu'on voit, ça sert à qui ça, Les Là on voit qu'il y a des études de... Ah ben, c'est les essais qu'ils font là, ouais, ouais. Mais pour qui? Pour vous? Ah ben, c'est de la recherche de l'INRA. Et théoriquement, je pense qu'elle doit servir après à l'agriculture, mais plus générale. Après, je sais pas, moi, avant, j'en discutais, enfin bon, il y avait l'ancien président du syndicat de défense de Saint-Denis, c'était un gars qui bossait à l'INRA, Eric Villeneuve. Maintenant, c'est plus lui. Mais l'INRA, j'en ai pas. Bon, je croise des mecs qui ont des vaches par Nadaya, là voilà, tu discutes à moi avec eux, mais tu sais pas les tenants, les aboutissants de leur essai, là. Mais tu te souviens de ces vaches à hublot? Ah oui, oui, il y avait vaches. Alors là, c'était à l'époque où ils faisaient beaucoup de recherches sur l'alimentation et la valorisation des aliments dans le système digestif de la vache, donc il y avait ces vaches à hublot, là. Mais quand tu as vu ça apparaître, ça t'a fait Ah ben peur, ça fait drôle parce que ouais, c'est quand même assez bizarre. Après bon, c'est... Mais t'as compris ce qu'ils faisaient. C'était pas, tu les voyais pas comme des apprentis sorciers qui font Ah non, des non, OGM. bah, tu comprends. D'après voilà, moi c'était les études sur l'alimentation et la valorisation. Donc au travers de ça, parce que c'est compliqué d'aller rechercher dans l'estomac d'une vache, voilà. Et le hublot il permettait ça. Alors après c'était voilà, ça peut être critiquable ou machin. Après tout est critiquable aussi quoi. Mais ça permettait aussi sûrement de comprendre un peu mieux le système digestif de la vache et comment tu pouvais valoriser tel ou tel aliment. Voilà. Après leurs petits essais là. Il y a c'est beaucoup des plantes fourragères, j'ai vu. Après, parce que je pense que l'INRA, maintenant, ben, comme beaucoup, ils ne travaillent plus, c'est pas complètement indépendant, il y a beaucoup de recherches qui sont cofinancées par ou des semenciers, ou du ci ou du là, et eux, ils font de la recherche sur les essais, là. Mais je sais que je ne vais pas les citer, mais il y a quand même des grosses sociétés là qui sont plutôt intéressées par la Limagne, mais c'est un autre monde. C'est une terre argileuse, c'est pas la même chose. Ouais. Mais ces gens-là sont pas spécialement appréciés par les agriculteurs. Et tu trouves pas ça étonnant déjà que à la porte de chez toi, on fasse des études sur une terre qui est la tienne, qui ne te servent pas, parce que les prairies ici, elles sont naturelles, elles sont pas artificielles. Ouais, nous on a 98% ou 15% de prairies naturelles. Ouais. Et tu trouves pas qu'ils ont un devoir d'information par rapport à vous? Ou c'est vous qui ne demandez pas d'information? Mais après, ça peut être les deux, ouais. Parce que de temps en temps, il y a des portes ouvertes à l'INRA. Jamais j'y suis allé, tu vois. Moi, j'y suis allé comme ça, je te dis, parce que je connaissais bien Eric Villeneuve, donc lui était. Voilà. Mais je suis pas allé aux portes ouvertes. Alors, bon, je pense que ça doit être intéressant d'y aller. Après, je pense qu'on ne cherche pas non plus. Après, je pense qu'aussi dans leur recherche, comme toute recherche, ils ne doivent pas tout dire non plus. Hein. Ça, c'est.
je rencontre beaucoup de gens dont les parents sont montés à Paris et qui à 13 ans faisaient les foins, etc. Donc il y avait ce côté, je vis dans un endroit où il peut faire -20, comme à Cessa. Oui. Mes parents ils bossent au ministère à Paris, ou alors ils ont un bougna à Paris, et finalement c'est le premier endroit de province que je vois qui n'a pas cet antagonisme violent entre la capitale et ici. Il y a vraiment un rapport. Ton fromage, le Saint-Nectaire, le mec il sait, il a, je sais pas, à Laval, là, ferme Laval, il y a la place pour rentrer des cars, Oui. et le monde vient à eux, le monde Oui. vient à toi. Alors mais est-ce que c'est nouveau ça, ou ça a toujours été, les Auvergnats ont toujours eu cet amour pour leur terre et une connaissance? Enfin, nous, les gens, nous déjà, en chèvre, déjà la chèvre, c'est comment dire, par rapport à ici, c'était pas très très répandu. Ça l'est encore pas la chèvre, c'est pas une terre de chèvre ici. Mais nous, on a toujours vendu en direct à la maison, tu vois. On a toujours vendu, on a toujours eu des gens qui sont venus chercher les fromages. Donc moi je pense pas qu'il y a, nous, moi j'ai pas d'antagonisme avec. Enfin après. La cohabitation ruralité, citadin, voilà, elle peut être des fois, voilà, mais Parce que le mot visiter, il arrive devant chez toi. hein? Le mot visiter. Ah bah oui, oui. Mais il va pas au lac d'Eda par contre. Eh oui, parce que là, tu vois, là on soulève quand même, il y a des, alors qu'il aille pas à Eda, voilà, parce que nous c'est pas la même intercommunalité. Nous on fait partie de Clermont-Co, enfin Clermont Métropole, donc c'est pour ça le mot visiter. Mais ce qui est un peu dommage là-dedans, et je pense que ça devrait il passe à Varennes, il ne va pas s'arrêter à Varennes, parce que Varennes, c'est Mont-d'Arverne. Il y a quand même de l'aberration, parce qu'à une époque où les carburants coûtent cher, tout coûte cher, je pense que, comment dire, sur des trajets, que tu sois Mont-d'Arverne, Clermont-Co, enfin, en payant ton ticket de truc... C'est pas notre problème. Hein? C'est pas notre problème, en fait, cette tambouille, quoi. C'est même un peu dommage, parce que... Mais il y avait un train ici en 1920 qui partait de la gare et qui allait au Puy de Dôme. Ah oui, mais comme de tas d'endroits, tu vois, je vois qu'il... Ouais, on a eu un essor les trains, il y en avait beaucoup qui passaient partout, puis petit à petit, il y a beaucoup de lignes qui ont été abandonnées. Alors l'autre jour, je voyais, c'était laquelle, là, qui fait... il la relance et ainsi de suite, et les gens sont contents de trouver le train. Guillestre, Oui. Riançon. Ouais, je sais plus où elle... Non, mais par ici, je sais pas, sur le sud, là, je sais pas où elle était. Je sais plus où elle est où. J'ai vu ça à la Mais télé. si demain je veux rétablir les grandes affiches, la bourboule en 10 heures, je sais pas quoi, Ouais. ben c'est plus ou moins la vérité, hein, parce que tu passes souvent la nuit dans le train pour aller à Paris. Ouais. Mais les gens, le jour où on a le TGV, bon, je crois que c'est très difficile à avoir, Ouais. mais ça va beaucoup changer. Ouais. Ça va être comme à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, c'est la guerre. Est-ce que justement, ce qu'on appelait l'arriérisme, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas une richesse? Après, je pense que, bon, on a beau dire les paysans, mais il y a toujours, enfin, quand un mec se met dans le fossé, qui c'est que tu vas chercher? C'est le paysan du coin, tu vois. Déjà parce qu'il a les moyens de te sortir, et qu'en général, le mec, il va le faire gratuitement, enfin, je veux dire, il va rien te demander. Alors, donc, voilà, c'est l'entraide. Alors, l'entraide, je pense qu'il y a il y a dans les années, si tu veux, peut-être les années 45, il y avait peut-être un petit peu plus d'entraide parce qu'il y avait moins de moyens et les gens travaillaient peut-être plus ensemble pour certaines, type les moissons, les trucs, les battages, ainsi de suite. Après, il y a eu un retour peut-être à de l'individualisme parce que la mécanisation a fait que tu avais peut-être un peu besoin de moins des autres, donc tu as fait. Et là, après, il y a quand même moi, je travaille pas mal en entraide. Après, l'entraide est revenue au travers des CUMA, ainsi de suite, l'utilisation... Et quoi, les CUMA, c'est quoi? Ouais, c'est des coopératives d'utilisation de matériel en commun. Ça veut dire, je sais pas, moi, ton épandeur à fumée, tu l'achètes à 4 ou 5, voilà. Parce que déjà, bah, c'est des outils qui coûtent cher. Mais une moissonneuse-batteuse, ça vaut combien aujourd'hui? Oh, moi, je dirais, je pense que tu es au-dessus des 200 000 euros, tu vois. Et donc, et ça, ces CUMA, ces coopératives, elles ont disparu? Non, elles se sont développées. Tu as retrouvé une espèce de forme d'entraide aussi, si tu veux. Mais donc toi, tu fais de la chèvre. On dit par exemple l'apiculteur, s'il n'a pas 300 ruches, il n'existe même pas. Toi, comment on devient légalement... moi, si j'ai 3 chèvres et je les trais à la main, je suis agriculteur?
Alors après, il y avait, pour être reconnu paysan, tu devais avoir une surface minimum, ou alors des équivalents, parce que le mec qui fait du maraîchage, tu as des coefficients multiplicateurs, je sais pas, un hectare de maraîchage, admettons, ça équivaut peut-être à 10 hectares. C'est pas les nombres d'heures? Si je fais de la permaculture et sur 1 hectare, j'arrive à produire autant que 10 hectares, et j'ai pas droit à la MSA. À mon avis, en maraîchage, tu vois, les maraîchers, je te dis, il y a des coefficients multiplicateurs qui permettent d'atteindre, je sais pas si c'est un élevage classique, admettons, il te faut, pour t'installer, je te dirais peut-être 15 hectares mini, je me rappelle plus les planchers et les trucs. Après, il faut être déclaré à la MSA. Et après, tu es paysan. Et ça, ici, aujourd'hui, on dit 50% des paysans vont partir à la retraite. Le ministre de l'Agriculture, je crois qu'il n'y en a pas eu un seul agronome depuis l'histoire de l'humanité. Quand il y a des calamités, eh ben, il faut remplir un dossier de. Tu passes ton temps à remplir la paperasse, non? Il faut le secrétaire. Il y a de plus en plus. La partie administrative, c'est vraiment développé, si tu veux. On passe de plus en plus de temps sur la partie pure administrative. Pour gagner combien? Après, ils gagnent combien la moyenne? Ils gagnent 600 €, c'est la moyenne des retraites dans le Puy-de-Dôme, c'est 600 €. Les retraités, je t'entends pas, les retraités agricoles, c'est un misère. Non, mais au-delà de ça, oui, mais le monde, maintenant, je pense que c'est la partie administrative des choses a pris énormément de place, que ce soit l'agriculture ou le reste. Hein. Chez nous, c'est une place importante, hein, toute la partie, même je pense pour créer une entreprise, ainsi de suite, il y a des pays qui sont où c'est beaucoup plus facile que chez nous. Après nous, oui, on passe, la partie administrative est importante. Ouais.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans le journal d'un agrologue pour le 2e épisode avec Jean, le chevrier de Nadaya.